Bonjour et bienvenue franchisé à votre formation sur les habiletés de gestion. Suite à l'écoute de la formation avec les éléments théoriques et à l'aide de mise en situation, le ou la futur franchisé sera en mesure de connaître différentes techniques managériales préconisées par la haute direction afin d'assurer l'uniformisation et la standardisation en habiletés de gestion. Pour ce faire, vous allez rencontrer plusieurs experts sur les sujets. La formation abordera les sujets suivants. La gestion des conflits avec ma collègue Rachel, la gestion du temps et du stress avec mes collègues Amélie et Charles, la gestion de l'information avec ma collègue Jamilie, la gestion de projet avec mon collègue Alec, l'art d'être un bon négociateur avec mon collègue Guillaume et pour finir, la gestion du changement avec mon collègue Georgel. Bonne écoute! Bienvenue à la première section de la formation « Aborder les conflits efficacement ». Un bon leader sait quand et comment gérer un conflit. Il doit donc ajuster son focus et savoir cultiver les avantages d'un conflit, l'innovation et la performance, tout en minimisant les effets pervers comme le désengagement et les pertes en cultivant un bon environnement de travail. Ça, c'est une quote que j'ai trouvée bien intéressante pour résumer l'entièreté de la gestion de conflits. Donc, pour commencer la formation, je vous invite à venir compléter cette petite auto-évaluation en vous donnant une note de 1 à 4 pour chacun des 10 énoncés vis-à-vis la gestion de conflits. Ça va vous donner un aperçu de votre capacité à bien gérer les conflits et vous pourrez aussi la refaire dans quelques semaines ou quelques mois pour voir comment vous avez progressé et quels sont vos points faibles à retravailler. Donc, la gestion de conflits, c'est quoi en fait? Ça contient 4 grands volets, la prévention adéquate, l'identification des problèmes, la résolution des conflits nuisants et la reconnaissance des conflits constructifs. La première étape à la gestion de conflits, ça serait de prévenir les conflits, donc d'essayer d'avoir le moins de conflits possible. Pour ce faire, on doit avoir une bonne culture organisationnelle et un bon environnement de travail. Donc, plus les employés sont heureux et satisfaits dans leurs environnements de travail, meilleur va être la confiance, l'engagement et la communication. Donc, 3 clés pour avoir le moins de conflits possible. Ensuite, si on a un leader clair et qui donne des directives précises pour favoriser la relation avec ses employés et entre ses employés, ça aussi, ça va venir minimiser la création de conflits. Donc, plus les employés sont satisfaits et confortables, plus ils vont être patients, coopératifs envers les uns les autres et envers des nouvelles opinions ou des nouvelles idées. Ensuite, la deuxième partie de la gestion de conflits, ce serait de bien identifier les conflits et le désengagement lié à ces conflits. Un employé en conflit a généralement tendance à se désengager et se désensibiliser, surtout si c'est dû au manque de leadership ou aux conditions de travail. Donc, si on constate un désengagement par rapport à nos employés, c'est vraiment important de venir soit demander c'est quoi le conflit ou du moins d'intervenir au niveau de ces employés-là. Car si on laisse un conflit se prolonger sans rien faire ou qu'on évite le conflit, ça peut vraiment venir aggraver le problème au niveau opérationnel et relationnel, donc entre les employés ou au niveau de l'efficacité de la production. Il faut donc agir dès qu'on repère un conflit. Lorsqu'on a repéré un conflit, on peut donc se mettre à la résolution des conflits nuisants. Gérer un conflit pour favoriser l'harmonie dans une équipe. Donc, le premier point important à se rappeler, c'est qu'il faut être le responsable approprié selon la hiérarchie de l'entreprise et des équipes de travail pour être en charge du conflit. Ensuite, s'il est nécessaire, si les employés, par exemple, sont en colère ou sont très agités, on peut leur donner un petit moment pour se calmer, soit une couple d'heures ou une journée, dépendamment du conflit, pour que lorsqu'on arrive à la médiation, qu'il y ait un esprit objectif. Donc, que les émotions elles retombent un peu. Ensuite, chacun des acteurs, ici les employés, vulgarise leurs problèmes, leurs frustrations et leurs motivations de façon calme, claire et précise. Donc, essayer de toujours rester le plus objectif possible. Ensuite, chacun d'eux peut proposer une solution idéale selon leur perspective. Ensuite, le médiateur, qui est ici le responsable de l'équipe de travail, viendra essayer de trouver un terrain d'entente satisfaisant pour tous les parties. Et ce responsable-là viendra informer le reste du personnel qui est affecté par ces nouvelles ententes-là, les nouvelles procédures ou solutions en place. Finalement, c'est pas nécessairement tous les conflits qui sont des conflits néfastes. Il y a certains conflits qui peuvent s'avérer productifs.
Un certain niveau de compétitivité dans les équipes de travail ou entre les employés peut vraiment venir alimenter les discussions, favoriser l'innovation et l'efficacité. Donc, lorsqu'il y a un conflit, ça peut vraiment être un bon moment pour venir explorer différentes perspectives et trouver de nouvelles idées. Des méthodes comme l'open-mindedness et le mutual benefit sont des techniques de prévention de conflits qui facilitent la créativité et la coopération à l'intérieur d'une équipe. Donc, c'est ce qui conclut la matière pour la gestion de conflits. Vous pouvez utiliser ce petit diagramme pour étudier les différentes façons de régler un conflit. Donc, ça résume vraiment tout ce qu'on vient de voir et je vous souhaite bonne chance pour la suite de la formation. Donc, nous allons poursuivre avec le volet production, soit gérer son temps et son stress. Nous allons débuter avec une petite citation qui est bien marquante, soit celle de Thomas Edison, qui est la suivante. Le temps est le seul véritable capital de l'être humain. C'est la seule chose qu'il ne peut se permettre de perdre. Poursuivons avec les objectifs d'apprentissage. Ici, c'est de connaître les avantages d'une certaine gestion de son temps et de son stress, puis d'expliquer les différentes techniques, de les connaître dans le but d'améliorer sa gestion de son temps. Tout d'abord, il faut déterminer si nous avons une lacune à ce niveau-là. Et il y a plusieurs façons de le déterminer, mais nous, on a décidé de poursuivre avec les petits questionnaires d'auto-évaluation sur 40 points. Ici, un pointage faible pourrait indiquer que nous avons une lacune à ce niveau-là, puis c'est peut-être important de l'améliorer. Il faut savoir aussi pourquoi c'est important de l'améliorer. Et donc, nous allons voir les avantages de ceci. Mais pour vous, vous gagnez en performance, vous gagnez en efficacité, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus confiant, vous avez plus de facilité à dormir, donc vous êtes plus motivé, vous êtes plus créatif, puis pour l'entreprise, ça va un peu dans la même ligne, vous êtes plus efficace, vous êtes plus performant. Vous créez un certain avantage compétitif que par rapport soit à vos collègues ou même aux autres entreprises, puis vous avez tendance à rester plus longtemps dans la même entreprise et de monter les échelons. Donc vous avez tout intérêt à bien gérer votre temps. Puis à l'inverse, quelqu'un qui gère mal son temps et son stress, ça amène souvent à l'épuisement, ça amène à la dépression. Ça peut aussi menacer la survie de l'entreprise, car les objectifs souvent ne sont pas atteints. Donc pour poursuivre, je vais prêter la parole à Amélie qui va poursuivre la présentation. Pour arriver à gérer son temps et son stress de manière efficace, nous allons vous présenter 5 techniques indispensables. Donc, premièrement, prendre le contrôle du temps. Ensuite, organiser son temps. Troisièmement, la planification. Quatrièmement, apprendre à dire non de manière professionnelle. Et finalement, savoir conserver un bon équilibre. Donc, pour prendre le contrôle du temps, c'est-à-dire organiser, optimiser, être performant et efficace, voici 2 astuces et les applications disponibles pour y arriver. Faire des listes qui incluent les échéances, puis ensuite donner différentes étiquettes aux tâches à réaliser et les ordonner en ordre de priorité. Ceci permettra de rationaliser le processus d'organisation des tâches. Deuxièmement, organiser son temps, c'est-à-dire diviser son temps efficacement. Ici, on présente la technique Pomodoro. La technique Pomodoro demande de diviser son temps de travail en intervalles de 25 minutes, divisé par des pauses de 3 à 5 minutes. Après avoir réalisé 4 intervalles, il est possible d'allonger la pause de 10 à 25 minutes. Les applications disponibles sont Focus Booster, Flat Tomato. Ceci permet d'atteindre une productivité supérieure. Troisièmement, la planification. Ici, on propose la planification à l'aide de la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower nous permet de penser aux tâches futures à réaliser et à planifier, puis de trier les tâches selon leur niveau d'urgence et d'importance. Ceci permet une meilleure organisation. Les applications disponibles sont Nozbe et Task Tracker. Ensuite, apprendre à dire non de manière professionnelle. Donc ici, il y a 4 étapes simples à suivre. Premièrement, expliquez pourquoi vous ne pouvez pas réaliser la tâche demandée. Ensuite, exprimez-vous avec diplomatie, gentillesse et fermeté. Troisièmement, proposez des pistes de solutions aux personnes concernées. Et finalement, remerciez votre interlocuteur et proposez-lui de revenir vous voir pour une future tâche à réaliser. Ceci permet de réduire le stress de performance. Finalement, savoir conserver un bon équilibre, c'est-à-dire de maintenir un équilibre sain entre ce qui vous est demandé de faire, ce que vous aimez faire et ce qui doit nécessairement être fait. Ceci permet de créer un milieu de travail stimulant et efficace tout en réduisant le stress.
La troisième étape de la formation est au sujet de la gestion de l'information du cadran rouge. Une citation de M. Wilde explique bien le phénomène de surinformation qui est le plus grand ennemi de la gestion de l'information. Une auto-évaluation sera effectuée pour connaître la capacité de la personne à gérer l'information. Maintenant, concernant la surinformation, aucune définition officielle n'a été produite, cependant, la littérature s'entend pour dire qu'il s'agit d'une surabondance utile ou potentiellement utile du sujet pour, dans notre cas, de l'employé. Il y a tellement d'informations à sa disposition et l'incapacité de tout lire crée un sentiment de dépassement chez la personne. En ce qui concerne les conséquences, il est plus difficile de prendre des décisions pour l'employé en raison de toute l'information qui est à sa disposition. En effet, toute cette information, son incapacité de tout lire, rend la personne anxieuse et fatiguée à long terme, diminuant ainsi sa productivité, en plus du temps qu'il faut pour lire et faire les recherches. De plus, pas toute l'information est véridique ou applicable pour nos tâches ou dans notre contexte, donc il faut faire attention à la désinformation. Les causes de la surinformation sont évidemment la surabondance d'informations, puis ensuite, l'information peut avoir une complexité, une diversité différente qui peut ou ne pas être utile aux tâches qu'on effectue. Depuis, dépendamment des domaines, il peut y avoir de nouveautés à tous les jours, donc c'est important de pas paniquer puis de pas se sentir anxieux par rapport à ne pas nécessairement être à jour à tous les jours. Puis aussi, il y a les facteurs individuels de chaque personne à pouvoir gérer la surinformation. Comme mentionné, il y a de la nouveauté, mais il y a aussi beaucoup de sources d'informations. Puis, ça fait que ça devient difficile d'avoir une bonne gestion des données. Puis, évidemment, on est limité dans notre temps dans une journée, donc on n'a pas le temps de tout lire l'information disponible. Puis aussi, en travers tout ça, il y a de l'information qui n'est pas pertinente. Maintenant, comment identifier que l'on subit de la surinformation? Les gens vont avoir souvent un sentiment de toujours être débordés, puis ils vont sentir une obligation d'acquiser lorsque leur interlocuteur mentionne des artistes ou d'autres événements qu'ils ne connaissent pas, par une pression qu'ils devraient connaître l'ensemble des informations dont la personne parle. Assumer qu'on doit lire l'ensemble des courriels, peu importe leur pertinence et en détail. Assumer qu'on est toujours la personne qui est qui a le moins de connaissances dans la pièce, mais sans vraiment avoir une raison de penser cela. Puis ensuite, on va croire que tout ce qu'on ne connaît pas va nécessairement être de l'information. Maintenant, la question la plus importante. Comment gérer la surinformation? C'est important d'avoir en place un système de gestion de l'information efficace qui va gérer le flux d'informations tant du côté professionnel que personnel, car vous apportez au travail votre anxiété due à la surinformation dans votre sphère personnelle aussi. Numériser l'information peut aussi grandement aider en raison de l'efficacité des recherches, puis d'utiliser des mots-clés pour avoir une idée de l'information qui se trouve, par exemple, dans des dossiers. Ensuite, il faut faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Voici 3 stratégies qui peuvent vous aider. Soit filtrer l'information, établir des priorités, puis le retrait de l'information qui n'est pas essentielle pour vous. Bonjour et bienvenue à cette partie de la formation pour bien gérer les projets. Avant toute chose, je vous invite à faire cette petite auto-évaluation de vos compétences et connaissances en gestion de projet. Ça pourra vous donner une bonne idée de votre niveau de connaissance avant la formation. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur cette compétence-là? En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, avec une bonne gestion de projet dans une organisation, on vient réduire les risques et les coûts. Dans le même ordre d'idée, on augmente les chances de succès du projet. Une bonne gestion de projet va également donner un cadre, donc uniformiser les méthodes, et ça assure l'application des meilleures pratiques souhaitées. On peut également penser à un meilleur retour sur investissement, une réduction des délais ou encore une augmentation de la rentabilité. Enfin, bien gérer les projets, c'est aussi une façon d'améliorer la réputation et l'image de marque d'une entreprise. Quand on parle de gestion de projet, d'une bonne gestion de projet, on parle en fait de 5 phases. On a la phase de démarrage, la phase de planification, suivie par la phase d'exécution, qui, normalement, est la phase la plus longue d'un projet.
Ensuite, on a la phase de clôture. Et dernièrement, on a la phase de rétroaction. Donc, la phase d'évaluation post-projet, où on analyse le projet venant de se terminer pour cibler nos pistes d'amélioration pour les prochains projets. Notre section, donc la bonne gestion des projets, de la formation, focus sur une seule phase, qui est la phase d'exécution. La phase d'exécution, comme on le disait, est la phase la plus longue, mais également la phase la plus complexe de toutes les phases. On dit que pour réussir la phase d'exécution, on se doit de respecter les 7 éléments suivants. Premièrement, c'est important de savoir déléguer les tâches pour que le travail se fasse efficacement. Deuxièmement, il faut avoir la capacité à encourager les équipes à prendre des décisions. Troisièmement, et c'est particulièrement important en contexte de projet agile, il faut demeurer ouvert aux nouvelles idées. La quatrième pratique à mettre en place pour avoir une bonne phase d'exécution, c'est de gérer les communications. On pourrait même ajouter les communications à l'interne de l'équipe, mais également les communications avec les parties prenantes et toutes les ressources externes entourant le projet. Ensuite, on a la cinquième pratique qui consiste à mesurer régulièrement le progrès vers les objectifs, donc suivre continuellement l'avancée du projet. Il existe d'ailleurs plusieurs outils pouvant aider pour cela. On peut penser au diagramme de Gantt, au Sunset Graph, au Burn Down Chart et bien d'autres. En dernier lieu, on parle de contrôler le focus et d'assurer la qualité. Ça peut paraître simple, mais plus le projet est long, plus c'est difficile d'assurer ces 2 points jour après jour. Nous sommes maintenant rendus à notre activité d'apprentissage. Il s'agit en fait d'une étude de cas. Allons-y sans plus tarder. Jason, un jeune gestionnaire, est affecté à une équipe opérant dans un projet en phase d'exécution depuis plusieurs mois déjà. Quelques semaines passent et Jason se fait convoquer au bureau de son propre gestionnaire. Cela n'augure rien de bon. Son gestionnaire lui fait comprendre que cela fait plusieurs semaines qu'il n'a aucune vision sur l'avancée du projet. En effet, à chacune des rencontres de suivi hebdomadaires entre les gestionnaires, à chaque fois qu'il a demandé à Jason comment avançait le projet et comment se portait la santé de l'équipe, Jason lui répondait tout simplement que tout allait bien. Cette réponse était acceptable dans les débuts de Jason en tant que gestionnaire, mais désormais une montée en compétence devrait commencer à se faire observer chez Jason et plus de détails sera demandé lors des rencontres de suivi hebdomadaires. Alors, la question, selon vous, quelles sont 2 étapes fondamentales de la phase d'exécution de projet ayant été négligées par Jason? Alors, on peut vous laisser quelques temps pour mettre la formation sur pause afin d'inscrire votre réponse ici. Alors, les réponses attendues. Jason a négligé la gestion des communications. Il a manqué de transparence avec l'équipe de gestion sur l'avancée du projet. Deuxièmement, il a négligé de mesurer régulièrement le progrès du projet. Il aurait pu utiliser différents outils comme mentionné plus tôt dans la formation. On parle du diagramme de Gantt, le Sunset Graph ou encore le Burn Down Chart. Alors, si votre réponse ressemble à cela, félicitations. Et sinon, sachez que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet d'une bonne gestion de projet aujourd'hui. Nous vous invitons donc à poursuivre votre apprentissage. Merci d'avoir complété le module « Gérer les projets ». Pour la prochaine partie de la formation, il sera question d'analyser la négociation, mais plus précisément à être un bon négociateur. Dans le domaine de la négociation, tout est une question de perception et de point de vue. Voici une citation d'Arnaud Stimek, professeur à l'université et chercheur spécialisé en négociation qui devrait retenir votre attention. Je vous la présente. L'idée que nous nous faisons de la négociation affecte le déroulement et l'efficacité de celle-ci. Il faut donc avant toute chose statuer le principe fondamental de la négociation, à savoir, c'est quoi réellement négocier? Est-ce que c'est d'utiliser un rapport de force pour aboutir à ses fins? Ou encore, est-ce que la négociation la plus efficace est celle où l'on réussit à ruser habilement et à convaincre l'autre sans qu'il s'en aperçoive? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce sujet, mais bien des interprétations différentes sur le concept. C'est pourquoi nous établirons et analyserons quels sont les éléments clés pour être un bon négociateur dans vos futures transactions d'affaires. Donc, avant d'aller plus loin sur le sujet, un questionnaire d'auto-évaluation vous est présenté afin de vous permettre de tester vos connaissances générales sur cette habileté et d'avoir une meilleure compréhension d'où vous vous situez en ce moment. Également, vous retrouverez à la fin de la formation le lien exact pour effectuer cette auto-évaluation en format PDF. Maintenant, abordons les concepts plus théoriques en lien avec la négociation. Maintenant que vous avez une meilleure idée, abordons les éléments clés pour être un bon négociateur, en commençant par la préparation.
Bien évidemment, celui-ci doit effectuer une préparation adéquate afin de s'assurer de bien maîtriser son sujet ainsi que les concepts s'y rattachant. Il établira un processus de préparation pour évaluer le rapport de force, définir la marge de manœuvre et préparer une provision de questions. Il doit maîtriser les échanges communicationnels en vue d'accroître sa compréhension des processus de discussion, d'augmenter l'aisance relationnelle des échanges et de stimuler le sens de la répartie dans son discours. Ensuite, au niveau de la confiance, être un bon négociateur réside dans sa volonté à établir un lien de confiance dans une relation commerciale avec son interlocuteur. La confiance facilite les échanges et favorise à conclure des accords communs ainsi qu'une relation à long terme. Finalement, lorsqu'on aborde le sujet de conclure un accord, un négociateur efficace va privilégier une approche de coopération, en d'autres mots, une négociation dite raisonnée. Effectivement, elle est établie non pas par la position de chacun, mais bien sur les intérêts de chacun. Les intérêts et les valeurs que les parties ont en commun sont les éléments centraux de la discussion. Les négociations ont pour objet de trouver une solution juste et acceptable pour les deux parties, donc une situation gagnant-gagnant. Pour clore le tout sur cette section, Abraham Lincoln disait « Celui qui a une bonne idée, mais ne sait pas la vendre, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. » C'est pourquoi les compétences clés d'un bon négociateur sont importantes pour être en mesure d'utiliser une négociation créatrice de valeur. Pour finir cette partie de formation, il vous est proposé une activité de développement et d'apprentissage. Le travail à faire consiste à lire et à analyser soigneusement l'étude de cas ci-joint et répondre aux questions contenues dans cette dernière. Le but est de vous sensibiliser aux différents processus de négociation. Nous avons quelques conseils pour vous. Premièrement, soyez clair et concis dans vos réponses. Adoptez une pensée rationnelle dans votre réflexion. Appliquez les connaissances acquises jusqu'à maintenant avec vos propres compétences et habiletés. Et finalement, posez-vous la question suivante. Essayez de vous mettre le plus possible dans la peau des personnages principaux et de vous dire que ferait un bon négociateur face à cette situation. Alors, je vous présente de manière générale l'étude de cas d'une négociation commerciale. Vous avez ici la mise en situation et ensuite les questions et les orientations suggérées pour le travail à faire. Vous avez également le lien en format PDF ci-joint. Alors, bon succès à vous. C'est ce qui conclut cette partie de formation en lien avec la négociation. Je vous souhaite donc une très bonne continuité. Bienvenue dans le module Innovation et créativité, où il sera principalement question de la gestion du changement. Dans un premier temps, on verra les objectifs poursuivis par la formation et vous serez amené à compléter un questionnaire pour vous permettre d'évaluer vos connaissances et aptitudes en lien avec la gestion du changement. Puis, on enchaînera avec 2 questions principales au cours desquelles est agencé tout le contenu de la formation. En fait de compte, 2 activités d'apprentissage de mise en situation vous seront proposées pour vous permettre de mettre en pratique les connaissances acquises au cours du module. Quels sont les objectifs poursuivis par ce module? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause afin de prendre connaissance des objectifs de la formation. Maintenant que vous ayez pris connaissance des objectifs du module, je vous invite à compléter le questionnaire suivant en indiquant votre degré d'accord avec les affirmations proposées. Nous vivons dans un contexte économique et technologique en perpétuel changement. Ce temps où la stabilité était la règle est révolu. La stabilité est donc devenue l'exception à la règle du changement, pour paraphraser Vendangeon des Roumaises. Et dans ce contexte d'accélération du rythme de changement, les nouveaux défis sont de taille. Les produits, les services, les procédés et les technologies deviennent rapidement obsolètes, de sorte qu'il faut toujours se réadapter. Cette réadaptation passe par la création de nouveaux produits et services, l'invention de nouvelles technologies et de nouveaux procédés. Pourquoi innover? Pour créer des avantages concurrentiels et les maintenir. En effet, la libre circulation des biens et services avec la mondialisation change les dynamiques concurrentielles. La maîtrise de la concurrence nationale ne suffit plus. Il convient de s'adapter à la concurrence internationale qui est d'autant plus rude qu'elle est difficile à contenir en raison de ses multiples variables. Donc, que l'on veuille conquérir de nouveaux marchés, améliorer la qualité de ses produits, élargir sa gamme de produits, remplacer les produits aux procédés obsolètes ou simplement se contenter de conserver sa part de marché, on n'aura pas d'autre choix que d'innover. Steve Jobs disait, et je cite, « La créativité fait la différence entre un leader et un suiveur. » Certains auteurs sont jusqu'à penser que le manque d'innovation tue. Innover ou disparaître, disait Bellon. Pourquoi innover? Pour répondre aux besoins de notre aimable clientèle.
En effet, les préférences et les exigences des consommateurs changent rapidement avec l'arrivée des nouvelles technologies. Ils exigent, dans un laps de temps de plus en plus court, une variété de nouveaux produits personnalisés et de haute qualité à moindre coût. C'est donc un défi de taille. Mais le plus important est de savoir comment s'y prendre. L'une des barrières à l'innovation, c'est la résistance au changement, ce qu'on pourrait appeler l'inertie organisationnelle. On se sent à l'aise dans sa zone de confort et on veut surtout éviter les risques. Les méthodes et les procédés établis depuis toujours fonctionnent parfaitement bien et donnent des résultats concrets. Christensen disait, et je cite, « L'une des choses les plus difficiles pour une organisation, c'est de réexaminer de manière critique des processus et procédés qui ont fait leur preuve à travers le temps et dont la mise en place a mobilisé beaucoup de ressources organisationnelles. L'erreur commise ici, c'est qu'on se concentre beaucoup plus sur l'environnement interne de l'organisation et on regarde peu ou pas l'environnement externe, à savoir comment évolue notre secteur. Nos concurrents, que sont-ils en train de mijoter? Qu'est-ce qui changera dans le secteur dans les 5 ans à venir? Sommes-nous prêts pour ces changements à venir? De plus en plus d'organisations utilisent le potentiel créatif de leurs employés pour innover. Mais cela prend une culture et un climat organisationnel propice à la créativité, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui peut constituer une barrière ici, c'est qu'on est obsédé par la bonne réponse. Il faut prendre conscience qu'il n'y a pas toujours qu'une seule bonne réponse et que les erreurs sont souvent source d'innovation. Je vous invite à consulter l'anecdote de la découverte d'une colle qui ne colle pas. En effet, en 1964, le chimiste Spencer Silver voulait mettre au point une colle très résistante. Cependant, après ce mélange, il est tombé sur un résultat à l'opposé de ce qu'il recherchait. Et cette colle accidentellement découverte est aujourd'hui à la base des post-it que nous utilisons dans nos bureaux au quotidien. Cette anecdote montre que les erreurs peuvent être des innovations ou en constituer des pistes. Au pire, on apprendra que ce n'était pas la bonne façon de procéder. Le syndrome R&D consiste à penser que les idées innovantes ne peuvent venir que du personnel qui travaille dans la recherche et le développement ou de la haute direction. Cette façon de penser constitue une barrière à l'innovation puisque les employés, les techniciens sont parfois les mieux placés pour dégainer une piste d'innovation étant donné leur expérience d'utilisation avec les procédés. Voyons maintenant quels sont les comportements organisationnels à adopter pour favoriser la créativité. Nous avons vu précédemment que les organisations innovantes de nos jours sont celles qui utilisent le potentiel créatif de leurs employés, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Cela passe par l'adoption d'une culture organisationnelle ouverte. Plus les employés auront de l'autonomie dans l'exécution de leurs tâches, plus ils seront créatifs et plus l'organisation pourra en profiter. Une culture organisationnelle propice à la créativité est celle qui encourage le travail en équipe. Comme disait Boileau, du choc des idées jaillit la lumière. Un climat organisationnel qui crée tolérance zéro en ce qui a trait à l'erreur ne favorise pas la créativité. Si les employés savent que l'erreur est totalement bannie, ils ne prendront pas le risque d'être créatifs. Ceux qui ont l'aversion du risque auront du mal à s'engager sur cette voie. Thomas Edison a connu beaucoup d'échecs avant d'aboutir à la création de l'ampoule électrique. Voici comment il conçoit ses échecs. « Je n'ai pas échoué, dit-il. J'ai simplement découvert 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Écoutons une autre citation de Thomas Edison dans le même ordre d'idée. « Je ne suis pas découragé, car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. » Ces deux citations résument tout. En fin de compte, je vous invite à réfléchir sur les deux sujets de mise en situation suivants. C'est ici que prend fin le module de l'innovation et de la gestion du changement. Merci et bon succès. C'est maintenant la fin de votre formation. On espère que cette formation vous donnera les outils adéquats pour vous permettre d'exceller dans la gestion de votre nouvelle franchise. Merci encore de votre écoute. Au revoir.